Petit préambule, cette vidéo ne contient pas de belles images de Vénus, elle parle d'un temps révolu où on ne possédait pas ce genre de choses. Voilà, maintenant vous êtes prévenus et bon épisode. Bien le bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à l'histoire de l'exploration spatiale. Après Mercure, on va maintenant s'intéresser à Vénus. Vénus la belle, la jumelle de notre bonne vieille Terre. Et là, vous êtes certainement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tout le monde sait que la planète jumelle de la Terre, c'est Mars. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Bonjour et bienvenue à ce superbe jeu sans nom. Aujourd'hui, nous accueillons deux candidats qui s'affronteront afin de remporter le titre tant convoité de jumelles de la Terre. Bon, le prix est un peu pourri, mais on fait avec ce qu'on peut, hein. Analysons en premier lieu leur tour de taille, enfin, leur rayon, quoi. Pour la Terre, 6371 km. Maintenant, voyons Mars, 3390 km de rayon. Ok. Enfin, Vénus, 6052 km. Ah ben, un point pour Vénus, alors. Passons maintenant à leur vitesse. La vitesse de rotation, c'est ça. Pour la Terre, 24 heures. Facile, ça. Mars, 24,5 heures. Bien, bien. Et maintenant, Vénus, 243 jours. Hein, vous êtes sûr? Ok. Un point pour Mars. Ensuite, l'inclinaison de leur orbite, 23,4 degrés pour la Terre, 25,2 degrés pour Mars, et pour Vénus, 2,64 degrés. Ah, un point pour Mars, du coup. Enfin, parlons de leur pression. Oui, la pression atmosphérique à la surface. 1 bar pour la Terre, en ce qui concerne Mars, 6,4 millibars, ça fait pas beaucoup, et Vénus, 93 bars. Dur, ça. Bon, un point pour Vénus. Je vais m'arrêter là, mais vous avez compris le principe, je pense. En fait, on peut trouver tout un tas de raisons de penser que Mars ou Vénus sont les jumelles de la Terre. Personnellement, je penche pour Vénus, étant donné qu'elle a à peu près la même masse que la Terre et que ce paramètre conditionne beaucoup l'évolution d'une planète. Mais vous faites comme vous voulez, on va pas se disputer pour ça. Bon, allez, c'est parti pour l'exploration spatiale de Vénus. Vénus est connue depuis la nuit des temps. Elle doit son nom à la déesse de l'amour Vénus. Elle est aussi surnommée étoile du berger, car visible en début ou fin de nuit, elle accompagnait les bergers durant leur travail très tôt le matin ou tard le soir. La question est, que savait-on de Vénus avant l'exploration spatiale? Eh bien, pas grand-chose au final. On savait qu'une année vénusienne durait environ 225 jours et que la rotation de la planète était très lente. Les spécialistes pensaient d'ailleurs à l'époque que celle-ci était synchrone, c'est-à-dire que sa durée de rotation était égale à sa durée de révolution, tournant ainsi toujours la même face en direction du Soleil. Ceci sera démenti bien plus tard. Autre curiosité qui avait été découverte, la rotation de Vénus est rétrograde, c'est-à-dire que la planète tourne dans le sens inverse par rapport à celui de sa révolution autour du Soleil, ce qui est une curiosité unique dans le système solaire. On savait aussi que la planète avait une atmosphère, principalement grâce à ses transits devant le Soleil, et la température à la surface de Vénus avait récemment été mesurée comme étant d'environ 350 degrés Celsius. Cette température extrêmement élevée rendait toute vie impossible à sa surface, mais étant donné l'épaisse couverture nuageuse entourant la planète, certains spécialistes se demandaient si la température mesurée reflétait bien celle de la surface, ce qui laissait des possibilités. C'est pour ça que les auteurs de science-fiction de l'époque décrivaient Vénus comme une planète potentiellement habitable. D'ailleurs, je vous recommande de vous procurer certains comics des années 50 à ce sujet, c'est vraiment intéressant de voir la vision qu'avait la culture populaire de la surface de Vénus à l'époque. Bref, après l'envoi des premiers satellites dans l'espace dès la fin des années 1950, l'idée de la construction de sondes interplanétaires n'a pas tardé à surgir. Ce sont les ingénieurs soviétiques sous la direction du fameux ingénieur Sergueï Korolev qui les premiers conçoivent un programme spatial ambitieux à destination des planètes les plus proches de la Terre, Vénus et Mars. Les premières sondes auraient dû être lancées dès la fin des années 50, mais les premières tentatives d'atteindre la Lune ont très vite montré que s'affranchir complètement de l'attraction gravitationnelle terrestre n'était pas si évident que ça. Le programme est donc retardé pour le début des années 60. Les Russes pensent avoir de bonnes chances de réussir une telle mission. En effet, ils sont à l'époque en avance par rapport à leurs rivales américains et les premières sondes envoyées avec succès vers la Lune, telles que Luna 2 qui parvient à photographier la face cachée du satellite dès 1959, le prouvent. D'autant plus qu'ici, pas besoin de trajectoire compliquée, il suffit juste de laisser faire la gravité en corrigeant la trajectoire de l'engin à quelques reprises pour s'assurer d'atteindre l'objectif. Malgré ceci, les premiers essais traduisent bien les tâtonnements de l'époque, comme celui de la première tentative d'envoyer des sondes vers Vénus qui consistait en deux engins différents, lancés à une semaine d'intervalle. Le premier, nommé Sputnik 7, décolla le 4 février 1961 de la station spatiale de Baïkonour, située dans l'actuel Kazakhstan. Mais le quatrième étage de la fusée mettant en orbite la sonde ne s'alluma pas. Ainsi, la vitesse allouée au satellite ne lui permit pas de s'affranchir de l'attraction terrestre. La deuxième sonde, Venera 1, fut lancée une semaine plus tard, le 12 février 1961, et cette fois-ci, elle réussit à s'arracher à l'attraction terrestre et s'élança dans l'espace à destination de Vénus. Mais la joie fut de courte durée car le contact avec l'engin s'interrompit rapidement dès le 13 février.
Le contact put être rétabli le 17 février et les Russes s'aperçurent alors que le satellite déviait de sa trajectoire. Ils essayèrent alors de corriger le tir, mais le contact sera à nouveau perdu et malgré toutes leurs tentatives, il ne put être rétabli. Les calculs ont montré que Venera 1 est au final passé à environ 100 000 km de Vénus, en mai 1961, sans pouvoir transmettre les données qu'elle aurait pu récupérer. Ceci fut quand même vécu comme un semi-succès, car c'était la première fois qu'un engin s'approchait aussi près d'une des planètes du système solaire. Un océan plus loin, les membres de l'autre bloc, les Américains, ne voulant pas être laissés sur le côté, n'ont pas tardé à également lancer des programmes d'exploration en direction de Mars et Vénus dès l'année 1961. Une mission vers Vénus était plus facile à réaliser à cause de sa proximité, Vénus étant presque 2 fois plus proche de la Terre que Mars. C'est donc vers cette planète que la NASA prévoya d'envoyer sa première mission en direction d'une des planètes du système solaire. Pour cela, la fenêtre de lancement de la fin de l'été 1962 fut sélectionnée pour le lancement de 2 satellites qui furent nommés Mariner 1 et Mariner 2, pour être très original. La raison principale derrière le lancement de 2 sondes et non d'une était le risque élevé d'échec qui permettrait de corriger les erreurs du premier lancement si celui-ci s'avérait infructueux. Et en effet ce fut le cas, car lorsque Mariner 1 fut envoyé dans l'espace le 21 juillet 1962, une erreur dans le système de guidage du satellite le renvoya en direction de la Terre. La NASA fut forcée de le détruire avant que la sonde s'écrase quelque part sur Terre aléatoirement, ce qui aurait pu être légèrement embêtant. Ça a certainement bien dû faire rire les Russes d'ailleurs. Après avoir identifié le problème à l'origine de cet échec, le second satellite, Mariner 2, fut finalement lancé de la base de Cap Canaveral le 27 août 1962, avec une fusée Atlas. Malgré la perte temporaire de contrôle d'un moteur, le lancement est cette fois réussi et la sonde commence donc son long voyage vers Vénus. La sonde subit encore de nombreux problèmes imprévus durant son voyage, mais l'équipe derrière elle réussit à les surmonter. Et malgré une trajectoire un peu déviée due à ces incidents qui la fit passer plus loin de la surface de Vénus que prévu, Mariner 2 put arriver près de Vénus le 14 décembre 1962. Le satellite réalisa son passage à plus de 30 000 km de la planète, mais put récolter malgré tout un nombre important de données. Il est à noter qu'il n'existe aucune image de ce passage car la sonde n'était pas équipée d'un capteur photographique, les équipes n'ayant pas jugé ceci important car la qualité de l'image n'aurait pas permis d'apporter beaucoup d'informations étant donné l'atmosphère épaisse de Vénus. On peut maintenant mettre cet événement de côté comme étant le premier flyby de Vénus et même le premier flyby réalisé pour une planète tout court. En effet, ce passage était un événement historique pour l'époque, la première fois que l'on envoyait une sonde à proximité d'une des planètes du système solaire, excepté la Terre bien entendu. Après ceci, la sonde poursuivit sa course, avant que le contact avec l'engin ne soit perdu, le 3 janvier 1963. Mariner 2 continua certainement à tourner autour du Soleil pendant de nombreuses années après cela. Les résultats apportés par cette mission, les premiers émanant d'un engin s'étant approché d'aussi près d'une des planètes du système solaire, permirent d'apporter pas mal de nouvelles informations sur Vénus. En premier lieu, Mariner 2 obtint des mesures plus précises des caractéristiques de la planète, telles que sa taille, sa masse ou sa rotation. Mais surtout, le satellite permit de trancher la question de la possibilité de la vie vénusienne. En effet, il mesura une température de surface de plus de 300 degrés, et cette fois-ci, pas question de penser qu'il s'agissait uniquement de celle de la couverture nuageuse, car le satellite mesura cette température sur toute la surface de la planète, et pas seulement l'atmosphère. Donc, désolé pour les récits pulp, mais on n'a pas de Vénusien en stock. La sonde mesure aussi une pression de surface colossale, supérieure à 10 fois celle de la Terre, ainsi qu'une absence de champ magnétique détectable avec les moyens de l'époque. Après ce premier succès, les Russes redoublèrent d'efforts pour faire mieux que la NASA. Il faut dire que c'était la première fois que les Américains se trouvaient être en avance par rapport au bloc de l'Est en ce qui concerne le spatial. En effet, toutes les importantes avancées de la conquête spatiale avaient été réalisées auparavant par l'URSS. C'était donc une situation inédite pour eux, mais au cours des années qui vont suivre, une série d'échecs va empêcher la Russie d'explorer plus avant Vénus. Ça n'a pas été le cas pour d'autres objets, mais on verra ça plus tard. L'élaboration de missions spatiales à destination de Vénus reprend donc sous la direction de Korolev. Le 27 mars 1964, le satellite Cosmos 27 est lancé depuis la base de Baïkonour et atteint avec succès l'orbite terrestre. Mais une déficience technique fit que le moteur de la sonde ne s'alluma pas et elle ne put s'extraire de la traction terrestre. Elle retomba donc sur Terre le lendemain. Heureusement, les ingénieurs de l'époque prévoyaient souvent à l'avance le lancement de plusieurs missions à la fois, afin de prévenir l'échec probable de l'une d'entre elles. C'est ainsi qu'un deuxième satellite fut lancé une semaine plus tard, le 2 avril 1964, du cosmodrome de Baïkonour. Cette fois-ci, la sonde nommée Zonde 1 parvint à s'arracher à l'attraction terrestre sans difficulté et entama son voyage vers Vénus. Les Russes avaient d'ailleurs vu les choses en grand pour cette mission, car ils avaient embarqué un atterrisseur avec le satellite, prévoyant donc d'atterrir sur la surface de la planète. Malheureusement, après quelques corrections de trajectoire, le contact fut perdu avec Zonde 1 le 24 mai 1964. Les calculs montrèrent que le satellite passa à environ 100 000 km de la surface de Vénus le 19 juillet 1964.
Après ce double échec, les scientifiques et ingénieurs soviétiques travaillèrent d'arrache-pied pour renvoyer des sondes avant leurs concurrents américains. Et cette fois-ci, ce ne seront pas une ni deux, mais pas moins de 3 sondes qui furent lancées à destination de Vénus, afin de maximiser les chances de succès. Ces 3 satellites furent lancés fin 1965 du cosmodrome de Baïkonour, à moins de 2 semaines d'intervalle. Le 12 novembre, la sonde Venera 2 réussit donc à s'arracher à l'attraction terrestre, suivie de Venera 3 le 16 novembre, et finalement Cosmos 96 le 23 novembre de la même année. Malheureusement, une explosion endommagea ce dernier, l'empêchant d'entamer son voyage vers Vénus. Cosmos 96 resta en orbite autour de la Terre pendant 16 jours avant de retomber sur elle le 9 décembre 1965. Au contraire, tout se passa bien pour Venera 2 et 3. Ces 2 sondes fonctionnaient en tandem, Venera 2 étant programmée pour effectuer un flyby de la planète, tandis que Venera 3 devait devenir le premier atterrisseur sur une planète du système solaire. Après quelques mois de voyage, Venera 2 passa donc à une distance d'environ 24 000 km de Vénus le 27 février 1966, tandis que Venera 3 s'écrasa sur la planète 3 jours plus tard, le 1er mars 1966. Mais encore une fois, malheureusement, aucune donnée ne purent être récupérées. En effet, les 2 sondes avaient cessé d'émettre avant leur arrivée. Et là, vous êtes sans doute en train de vous dire « Mais ils étaient nuls à l'époque, les mecs !» Eh bien, comme d'habitude, c'est un petit peu plus compliqué que ça. À cette époque, la technologie était moins au point, en effet, mais ces échecs successifs étaient aussi dus au fait que les procédures sécuritaires étaient bien moins importantes qu'actuellement. Au final, c'est principalement la concurrence entre les 2 blocs de l'époque, Est et Ouest, qui occasionnait des difficultés. En effet, cette concurrence forçait les équipes à lancer des missions dont la préparation n'était pas optimale, et du coup avait plus de chances de rater. Ceci n'avait cependant pas que des mauvais côtés, notamment en ce qui concerne le budget alloué au spatial qui était bien plus important qu'aujourd'hui. Si une mission échouait, on savait qu'il y en aurait une autre dans la foulée pour compenser, alors qu'aujourd'hui il faut au moins attendre 10 ans entre 2 missions similaires, ce qui rend chaque échec extrêmement déprimant pour les chercheurs du domaine. Je précise que ce que je dis là est valable pour les missions non habitées. En ce qui concerne les missions habitées, les tests et la sécurité étaient bien sûr maximales car perdre un engin est acceptable, mais perdre un homme aurait été dramatique. Les échecs de ce type lors de la conquête spatiale ont eu lieu, mais ont été fort heureusement relativement peu nombreux si on prend en compte la dangerosité des missions, ce qui ne les rend pas moins dramatiques, on est d'accord. Quoi qu'il en soit, après tous ces échecs, l'URSS décida de changer de stratégie et de confier le développement de la prochaine mission spatiale à destination de Vénus au bureau d'études Lavochkin, une entreprise spécialisée notamment dans la construction de matériel spatial. Pour maximiser à nouveau les chances, les Russes développèrent 2 satellites dont le lancement était prévu dès 1967. De l'autre côté du Pacifique, la NASA avait enchaîné plusieurs succès à destination de la Lune et surtout Mars avec la mission Mariner 4 que l'on abordera aussi plus tard. Forte de ces succès, la prochaine mission à destination d'une des planètes du système solaire fut sélectionnée en décembre 1965, avec Vénus comme objectif. Nommée également Mariner, comme toutes les missions à destination des planètes internes du système solaire de l'époque, la construction de cette 5e mission est confiée au Jet Propulsion Laboratory, comme Mariner 2. L'objectif de cette seconde mission du côté américain était d'approfondir les connaissances à propos de Vénus à travers un simple flyby, comme lors de la première mission, ainsi que d'obtenir des informations sur l'environnement interplanétaire. Avec ces missions préparées à la fois du côté américain et russe, la concurrence pour rallier Vénus le plus vite possible était plus que jamais d'actualité. C'est finalement l'URSS qui lança son premier satellite nommé Venera 4 le 12 juin 1967, du cosmodrome de Baïkonour. Les USA suivirent très rapidement en lançant Mariner 5 de la base de Cap Canaveral 2 jours plus tard, le 14 juin 1967. Les 2 satellites furent dirigés vers Vénus et s'arrachèrent à l'attraction terrestre sans problème. Suite à ce succès, l'URSS lança à la suite, aussi du cosmodrome de Baïkonour, le 2e satellite qu'il avait préparé, Cosmos 167, le 17 juin 1967, soit 3 jours après Mariner 5. Mais pour celui-ci, l'un des moteurs du 4e étage de la fusée sur laquelle l'engin a été lancé ne s'alluma pas. Cosmos 167 ne quitta pas l'orbite terrestre et retomba sur notre bonne vieille Terre 8 jours plus tard. C'est donc seulement 2 satellites qui se dirigèrent vers Vénus en cette année 1967. Alors, lequel arriva le premier en vue de Vénus? Le suspense est insoutenable. Et c'est Venera 4 qui finalement arriva à destination le 18 octobre 1967 en premier. La sonde se dirigea directement dans l'atmosphère vénusienne. La descente dura plus d'1 heure avant que les Russes ne perdent le contact avec l'engin. Dans un premier temps, ils pensèrent que celui-ci avait touché la surface de la planète, mais il s'avéra que c'était faux. J'y reviendrai. En attendant, Mariner 5 arriva près de Vénus seulement 1 jour après la descente de Venera 4 dans l'atmosphère de la planète, le 19 octobre 1967. Le satellite réalisa son flyby et passa à un peu plus de 4000 km de la surface de la planète avant de s'éloigner en direction de l'intérieur du système solaire.
Mariner 5 cessera de fonctionner moins d'1 an plus tard, avant d'obtenir des données sur le Soleil, son second objectif. Les deux sondes furent cette fois-ci un succès complet et permirent d'apporter de nombreuses informations sur la planète. Venera 4, par le fait qu'il s'agit de la première rentrée atmosphérique réalisée avec succès sur Vénus, permet d'avoir des mesures très précises de la composition de l'atmosphère. Il s'avère donc que la composante principale de l'atmosphère est le CO2, ou dioxyde de carbone à plus de 90%, ce qui surprit les chercheurs qui s'attendaient à ce que le diazote soit dominant, comme sur Terre. Alors que là, la proportion de diazote est estimée à 7% de l'atmosphère, largement plus faible qu'attendu. Les autres composants de l'atmosphère, oxygène moléculaire, vapeur d'eau, etc., sont estimés à moins de 1%. La température de surface de la planète est, elle, mesurée à environ 270 degrés Celsius, et la pression atmosphérique est mesurée à environ 20 bars. En fait, ces résultats se sont révélés faussés par la suite. En effet, les scientifiques soviétiques pensaient que Venera 4 avait atteint la surface de la planète, mais cela se révéla faux, grâce aux mesures de Mariner 5. En effet, la mission américaine put mesurer avec précision, grâce à son radar, le rayon de la planète. L'estimation fut de 6053 km, ce qui ne correspondait pas à la position à laquelle Venera 4 avait cessé d'émettre. La sonde aurait pu s'écraser sur une montagne, mais là aussi le radar n'en avait pas détecté la présence à cet endroit. Les calculs montrèrent que Venera 4 avait cessé de fonctionner à peu près à environ 22 km au-dessus de la surface de Vénus, ce qui voulait dire qu'à la surface, la température de la planète et sa pression atmosphérique étaient certainement beaucoup plus élevées. C'est là que les scientifiques se sont certainement rendus compte de l'enfer qu'était réellement Vénus. Des projections montrant une température d'au moins 320 degrés Celsius et une pression atmosphérique d'environ 100 bars à la surface, ce qui est absolument énorme. Mariner 5 a aussi permis de confirmer la composition de l'atmosphère de Vénus, telle que mesurée par Venera 4. Enfin, les deux sondes ne mesurèrent aucun champ magnétique autour de la planète. Étant donné la précision des capteurs, si un champ magnétique existait, il ne devait pas dépasser 3% de celui de la Terre en termes de magnitude, ce qui est très faible. Ah oui, et à ce stade, je crois qu'il est inutile de vous dire que si vous ne voyez pas de belles images de la planète, c'est parce qu'il n'en existe pas. En effet, Venera 4 et Mariner 5 n'avaient pas de caméra, et ce qu'il reste est juste des listes de données pas très sexy à montrer. Désolé. Quoi qu'il en soit, ces deux missions ont été un succès retentissant. Ils ont permis de vraiment se rendre compte que derrière la déesse de la beauté se cachait un environnement extrêmement hostile, qui posera pas mal de problèmes aux missions suivantes. Après Venera 4, l'URSS ne perdit pas de temps et décida de profiter de la prochaine fenêtre de lancement, début 1969, pour réaliser le départ d'un nouveau satellite, contrairement aux Américains qui se concentraient sur d'autres projets. Le temps alloué à la construction de nouveaux satellites n'était pas suffisant pour complètement repenser la structure de la sonde qui devait être envoyée, et les Russes décidèrent de reprendre la structure de Venera 4 en essayant d'améliorer la résistance de la sonde, notamment aux hautes pressions. Ce fut au final deux satellites qui furent préparés afin d'être lancés début 1969 afin de à nouveau maximiser les chances de succès. Le lancement du premier, Venera 5, fut effectué le 5 janvier 1969 du cosmodrome de Baïkonour. 5 jours plus tard, le 10 janvier 1969, le second satellite nommé sans grande inspiration Venera 6 fut lancé à son tour du même endroit. Les deux lancements furent un succès, ce qui signait le premier double succès du côté russe. Le voyage se passa sans encombre et les deux satellites arrivèrent à destination à un jour d'écart. Le 16 mai 1969 pour Venera 5 et le 17 mai pour Venera 6. Les sondes furent toutes les deux lâchées dans l'atmosphère de la planète où elles descendirent à une vitesse plus importante que Venera 4. En effet, sachant la rudesse du milieu, les concepteurs des deux sondes avaient fait en sorte que la taille du parachute soit moins importante pour que les sondes puissent descendre plus vite, et donc plus loin dans l'atmosphère. Finalement, Venera 5 et Venera 6 se firent écraser par la pression atmosphérique énorme de la planète à environ respectivement 23 km et 11 km au-dessus de la surface, ce qui permit de sonder directement l'atmosphère de Vénus à une profondeur plus importante qu'avec Venera 4. Même si ces deux missions ne permirent pas d'obtenir beaucoup plus d'informations sur Vénus comparées aux précédentes qui avaient fourni des avancées majeures, elles confirmèrent la nature de la composition de l'atmosphère de la planète, avec environ 95% de dioxyde de carbone, quelques pourcents d'azote et des traces d'oxygène et de vapeur d'eau. La température fut mesurée à 327 degrés Celsius à moins de 20 km de la surface, et la pression atmosphérique fut estimée à 27 bars à cette même hauteur. Après ces succès, l'URSS prépara à nouveau de nouvelles sondes pour la prochaine fenêtre de lancement vers Vénus qui s'ouvrit en août 1970. Cette fois-ci, le temps de préparation était suffisant pour renforcer la structure des sondes, afin de leur permettre de résister aux conditions de pression et température extrêmes qui règnent à la surface de la planète. Les scientifiques soviétiques estimèrent au final que la capsule de descente pourrait résister à une température atteignant 530 degrés Celsius et une pression extérieure de plus de 100 bars, ce qui était bien supérieur aux conditions attendues à la surface de Vénus. Au final, ce furent deux satellites qui furent lancés à 5 jours d'intervalle du cosmodrome de Baïkonour, toujours afin de maximiser les chances de succès.
Le premier, Venera 7, fut lancé le 17 août 1970 avec succès et se dirigea sans problème vers sa destination. Par contre, le deuxième, Cosmos 359, lancé le 22 août 1970, subit un problème d'allumage d'un des étages de la fusée qui l'emmenait, et ne put donc s'arracher à l'attraction terrestre. Il retomba sur Terre le 6 novembre 1970. Venera 7 continua donc seul vers Vénus et après un voyage ponctué seulement de quelques corrections de trajectoire, le satellite arriva à destination le 15 décembre 1970. Le module de descente fut directement largué dans l'atmosphère de la planète. La descente se passa correctement jusqu'à ce que le parachute de la sonde se détache de celle-ci à environ 3 km du sol. La vitesse de Venera 7 se mit alors à augmenter, et la connexion avec la sonde fut rapidement perdue avant qu'elle atteigne la surface. Oui, à nouveau. Les Russes furent surpris, car ils pensaient avoir construit Venera 7 afin qu'elle résiste aux rudes conditions de l'atmosphère de Vénus, mais peut-être que celle-ci était encore plus extrême que prévu. Pendant que les scientifiques réfléchissaient à cela, un astronome du nom de Oleg Rzyga découvrit plusieurs jours plus tard en analysant les données venant de Venera 7 lors de sa descente qu'un faible signal avait été transmis après la perte de contact avec le satellite. En fait, il s'avéra que Venera 7 avait bien survécu à sa chute et avait continué à transmettre vers la Terre des données pendant 23 minutes avec une intensité très faible, moins de 3% de ses capacités, avant d'être écrasé par les conditions locales. L'hypothèse formulée pour expliquer ceci fut que la chute avait projeté le satellite sur son flanc et mal orienté son antenne, ce qui a affecté l'intensité de la communication. Quoi qu'il en soit, pour la première fois, un engin a atterri sur Vénus. C'était même une première en ce qui concernait l'atterrissage d'un satellite sur une planète, et donc une victoire et une avancée indéniable. On peut d'ailleurs placer cette information sur notre frise, et on peut voir que contrairement à Mercure, l'exploration de Vénus s'est faite beaucoup plus rapidement, certainement à cause de sa proximité et de sa plus grande taille. Et aussi qu'un atterrissage sur la planète a été réalisé avant une mise en orbite, ce qui est un peu surprenant et est principalement dû aux missions Venera. L'URSS voulait absolument être les premiers à poser une sonde sur une autre planète pour coiffer les Américains au poteau, ce qu'ils ont en effet réussi. En ce qui concerne les données scientifiques, la moisson récoltée par Venera 7 fut plus importante que celle des missions précédentes. La sonde permit principalement de confirmer les estimations concernant la température et la pression qui règne à la surface de Vénus. Environ 90 bars de pression et une température d'environ 475 degrés Celsius. La vitesse des vents à la surface a aussi pu être estimée à 2,5 mètres par seconde, beaucoup plus faible que ce qui peut être mesuré sur Terre. Le principal résultat de cette mission fut de confirmer l'existence de la surface solide de la planète, sans lac ni océan de quelle que soit leur hypothétique composition. Par contre, toujours pas d'image de la planète, mais ça vous commencez à y être habitué. Après ce succès, les soviétiques préparèrent évidemment le lancement d'autres sondes pour la fenêtre de lancement suivante, début 1972. Le temps était à nouveau trop court pour préparer un nouveau modèle de sonde, mais cette fois la nature de la surface et des conditions qui y régnaient étaient connues. Ceci a donc permis de limiter la résistance du module de descente à ce qui était connu, une pression de surface de l'atmosphère inférieure à 105 bars. Ceci a permis de libérer du poids afin de placer plus d'instruments sur les sondes, notamment un photomètre précurseur à la caméra qui sera installée sur les futures missions. Car vous avez deviné, celles-ci n'en emportèrent pas non plus. 2 satellites furent finalement lancés à 5 jours d'intervalle du cosmodrome de Baïkonour, fin mars 1972. Le premier lancement, effectué le 27 mars 1972, fut couronné de succès, et le satellite, nommé avec une grande originalité Venera 8, entama son voyage vers Vénus. Le deuxième lancement, le 31 mars 1972, fut par contre un échec. L'un des étages de la fusée chargé d'arracher l'engin à la traction terrestre s'éteignit prématurément, empêchant le lancement d'être complet. Le satellite, nommé rétrospectivement Cosmos 482, retomba sur Terre plus de 9 ans plus tard, en mai 1981. De son côté, Venera 8 poursuivit son voyage sans encombre. La sonde ne dut effectuer qu'une correction de trajectoire avant d'arriver à destination le 22 juillet 1972. Le module de descente fut aussitôt lâché dans l'atmosphère de la partie éclairée de Vénus. Contrairement à ce qui s'était passé avec les sondes précédentes, la descente se passa sans problème, le parachute tint bon et le contact put être maintenu avec Venera 8 pendant toute sa durée. La sonde atterrit finalement à 9h32 temps universel dans l'hémisphère sud de la planète et continua à émettre un signal vers la Terre malgré les conditions infernales de la surface. Ceci dura plus d'une cinquantaine de minutes avant que Venera 8 ne soit écrasé par l'atmosphère vénusienne, battant au passage le précédent record de survie à la surface de Vénus établi par Venera 7. Les résultats scientifiques amenés par Venera 8 ont été bien supérieurs par rapport aux précédentes missions, grâce à cet atterrissage réussi. D'abord, étant donné que le contact avec la sonde n'a jamais été rompu, la structure de l'atmosphère a été beaucoup plus précisément observée. Ceci a permis de montrer que la couche nuageuse très dense, visible dans la haute atmosphère de Vénus, n'est pas présente à moins de 35 km d'altitude. On a donc une présence de nuages denses dans la haute atmosphère puis une atmosphère plus homogène.
La vitesse des vents dans l'atmosphère a aussi pu être mesurée. Elle est très importante en haute altitude, mais chute à environ 1 mètre par seconde à sa surface, ce qui est toujours plus rapide que la rotation de la planète. Ce phénomène, le fait que la vitesse de déplacement de l'atmosphère soit plus rapide que la rotation de la planète, est appelé la superrotation, et il s'agit là de la première preuve de son existence dans le système solaire. Les mesures de température et pression à la surface de Vénus sont bien sûr aussi effectuées de façon plus précise que les fois précédentes, et le photomètre installé sur la sonde confirme que la luminosité à la surface est suffisante pour effectuer des photographies de la surface de la planète. Ceci motivera à doter les prochaines missions d'une caméra. Enfin, Venera 8 fournit les premières mesures des roches composant la surface de la planète, qui, de façon surprenante, correspondent plutôt à des roches de type granitique et non basaltique, comme on l'attendrait pour des roches volcaniques. En fait, Venera 8 a atterri sur une zone assez ancienne en ce qui concerne l'activité volcanique, ce qui ne sera pas le cas des missions suivantes. Mais on verra ça une autre fois, car en préparant cet épisode, je me suis aperçu que j'en étais déjà à plus de 20 minutes, donc on va faire un petit bilan et laisser le reste de l'exploration de Vénus pour la prochaine fois. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en 10 ans, entre 1962 et 1972, on est passé d'une planète inconnue et mystérieuse sous sa couverture nuageuse, voire accueillante avec potentiellement un environnement humide, à un objet aride et extrêmement inhospitalier. La progression des connaissances que l'on avait sur Vénus en ce laps de temps très court est exceptionnelle, et c'est principalement dû aux nombreuses missions envoyées à destination de cette planète. Il est intéressant de noter que la raison derrière ceci est la guerre froide. Comme je l'avais dit précédemment, les découvertes dans le spatial ont été complètement boostées par la guerre froide, et l'acharnement des Russes à absolument vouloir poser un objet sur Vénus avait pour principal objectif de damer le pion aux Américains de ce domaine. Pas que je m'en plaigne, bien sûr, si ça peut permettre de mieux comprendre l'univers, je prends. La prochaine fois, je vous promets qu'on verra de belles images, comme ce que l'on attend lorsque l'on clique sur une vidéo d'astronomie. Mais surtout, on va voir ce qu'elles ont modifié par rapport à notre connaissance de la planète. Allez, portez-vous bien et à la prochaine! This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can.